Bienvenue sur Toutoui, un podcast qui vous raconte l'actualité d'hier, présenté par Sandrine Brugot. Le 15 juin 1911, la nouvelle n'est d'abord qu'un entrefilet dans plusieurs quotidiens nationaux. Il s'intitule « Un drame mystérieux à Tours ». On découvre que M. Guillotin, rentier d'une quarantaine d'années, demeurant à Ruillé-sur-Loire, dans la Sarthe, a été trouvé assassiné dans une maison du 12 quai Paul-Bert à Tours. Son cadavre se trouvait dans une petite chambre du second étage, la tempe gauche trouée d'une balle de revolver. Le corps était dissimulé sous les draps. La porte se trouvait fermée de l'extérieur et la clé enlevée. L'arme a disparu. Les bijoux n'ont pas été volés, mais le portefeuille de la victime laissé vide sur le lit. Nulle trace de ou des assassins. On suppose que M. Guillotin n'est pas rentré seul dans la chambre le lundi où le crime fut commis. Dès le lendemain, le Petit Parisien nous offre la photo du cadavre de M. Guillotin en première page. Et pour appâter le lecteur, il commence son article en écrivant qu'il y a de l'étrangeté et du mystère, de l'horrible et de l'imprévu dans le drame du quai Paul-Bert, sans nul doute une sale affaire. Commençons par un portrait de la victime. À 41 ans, Charles Guillotin jouissait d'une 30aine de 1000 francs de rente. Fils d'un bonnetier ayant fait ses affaires, c'était un Parisien de Paris auquel l'existence avait toujours été agréable et qui n'eut que la peine de se laisser vivre pour être heureux. Esprit paresseux, quelque peu lourd, totalement réfractaire à la lecture et à l'étude, il sortit du collège sans avoir pu apprendre ne serait-ce que l'orthographe. Ne se sentant nulle aptitude pour quoi que ce soit, il eut la sagesse de ne rien entreprendre. Il se maria avec Marie-Louise Bulot et se retira à Ruillé-sur-Loire et mena une existence un peu monotone, peut-être, mais à coup sûr exempte de soucis. Grand, de corpulence assez forte et très bien mis comme toujours, M. Guillotin arrive à Tours à 3 heures de l'après-midi, le 12 juin. Il doit y faire différents achats, passer à la banque et se rendre compte de l'état des travaux de réfection auxquels procédaient depuis quelque temps des ouvriers dans la maison du quai Paul-Bert. M. Guillotin a l'intention de venir s'installer définitivement dans cette maison de 2 étages avec vue sur la Loire dès que les réparations seront terminées. Il n'est pas étranger dans cette ville, car sa femme y a des parents et lui-même y compte quelques amis. En quittant la gare, M. Guillotin se fait conduire chez l'un d'entre eux, M. Delrieux. Puis il fait des courses en ville. On le voit au bazar, chez un pharmacien et chez un libraire. À 7 heures du soir, il est attablé à l'hôtel du Faisan où il a ses habitudes quand il est de passage à Tours. Son repas terminé, M. Guillotin sort. Il a à peine quitté l'hôtel qu'il rencontre Paul Houssard, un cousin de sa femme. Tout en causant, ils arrivent à l'entrée du pont. Il est environ 8h45. Paul Houssard souhaite le bonsoir à M. Guillotin qui s'achemine vers le quai Paul-Bert. C'est là que commence l'énigme. Que fait alors M. Guillotin ? Rentre-t-il directement chez lui ? Revient-il sur ses pas ? Mystère. À Ruillé, où il devait revenir dans la soirée, son domestique l'attend jusqu'au dernier train. Le lendemain matin, Madame Guillotin télégraphie à M. Delrieux pour avoir des nouvelles de son mari. L'ami, très étonné lui-même, se rend à la maison du quai Paul-Bert. Les ouvriers s'y trouvent. Il les interroge. Ils ne savent rien. Delrieux frappe à la porte de la chambre qu'occupe son ami. Pas de réponse. Il essaie d'ouvrir. La serrure est fermée à double tour. Dans ces conditions, M. Delrieux n'insiste pas et, n'ayant rien remarqué d'anormal, se retire. Un des ouvriers pourtant décide d'en savoir plus. Il dresse une échelle contre le mur et monte. À travers la fenêtre de la chambre, il voit alors un cadavre recouvert d'un drap. Une demi-heure plus tard, procureur, juge, commissaire et chef de la sûreté se trouvent réunis dans la maison du quai Paul-Bert. M. Guillotin gît
sur le plancher de sa chambre. Sa tempe gauche est trouée d'une balle qui a traversé la boîte crânienne. Un second projectile tiré par derrière à bout portant a provoqué une hémorragie abondante et fortement brûlé la peau. Dans la tenue de M. Guillotin, aucun désordre, aucune trace de lutte. Il porte encore son pardessus. Son veston entrouvert laisse voir sa chaîne en or qui retient une montre à gousset en argent. La doublure de la poche a été coupée. Elle s'étale bien en évidence à côté du corps en compagnie du porte-monnaie contenant 2 pièces de 10 francs et différents papiers sans grande importance. 2 chevalières en or dont une, enrichie d'une pierre précieuse, brillent au doigt du défunt. Le vol n'est donc pas le mobile. Alors quoi ? Le petit Parisien interroge le père de M. Guillotin. Comme tout le monde, son fils avait ses défauts et ses qualités. Mais ce n'était pas un coureur. Il aimait sa femme. Il l'aimait comme un pauvre aveugle qui se laisse conduire sans rien voir autour de lui. Mais lui, M. Guillotin père, ne l'apprécie pas du tout. Et il a depuis longtemps cessé toute relation avec sa belle-fille. Elle et lui n'ont pas la même compréhension du devoir. Et il y a des choses qu'un père ne pardonne pas. Il a des soupçons. Sont-ils fondés ? Monsieur Guillotin père a la conviction que son malheureux fils a été tué par un individu de sa connaissance. Il sera rentré avec lui où il aura réussi à se faire ouvrir la porte sous un prétexte quelconque. Ce n'est ni un malfaiteur de profession, ni un cambrioleur vulgaire. Le journaliste du Petit Parisien visite ensuite la veuve, Madame Guillotin, alors qu'elle se trouve dans un hôtel avec sa propre mère, Madame Bulot. Madame Guillotin explique qu'elle est à la disposition de la justice. Mais que peut-elle dire ? Son mari venait régulièrement à Tours. Elle sait qu'on essaie de la salir et de profiter de cette histoire pour lui lancer de la boue au visage. Mais elle affirme qu'elle est persuadée que son mari a été victime d'un voleur. Monsieur Guillotin était si simple. Bon, vous en conviendrez, tout ça n'est pas très clair. On manque d'éléments pour comprendre pourquoi on voudrait salir la réputation de la veuve Guillotin. Au palais de justice, le juge d'instruction, M. Cador, interroge, confronte, enregistre des dépositions, et ce n'est pas fini. Dans une pièce violemment éclairée, à l'extrémité d'un corridor sombre, Marie-Louise Guillotin et Paul Houssard sont sur la sellette. C'est d'eux que M. Cador espère apprendre la vérité sur le troublant mystère dont la mort du rentier de Ruillé-sur-Loire est entourée. Pour qu'ils ne puissent ni se concerter ni échanger des impressions, le juge ne leur permet pas de sortir pour aller dîner. Paul Houssard habite Luynes, dans l'ancien prieuré d'une abbaye qu'il fait actuellement restaurer par des architectes de renom. Il s'agit du prieuré Saint-Venant, fondé au Ve siècle, chères auditrices et auditeurs. Il existe toujours et abrite aujourd'hui des chambres d'hôtes. C'est le propriétaire qui, lundi soir, a rencontré M. Guillotin au moment où il sortait de l'hôtel où il avait dîné. Âgé de 26 ans, riche, célibataire, Paul Houssard passe son temps entre Paris et son domaine du prieuré. Il est le petit cousin de Madame Guillotin, qu'il affectionne beaucoup et avec laquelle il a passé une partie de son enfance. Sur l'invitation du juge, il précise les circonstances de sa rencontre avec M. Guillotin, quelques instants avant le crime. Houssard est arrivé à Tours le 12 juin vers 8 heures du soir, après une semaine passée à Paris pour faire réparer son automobile. N'ayant pas faim, il flâne rue Nationale. Il se trouve à la hauteur du passage Richelieu quand une main le frappe sur l'épaule. C'est M. Guillotin. Il n'est pas autrement surpris de le voir, sachant qu'il fait de fréquents voyages à Tours. Pendant une bonne demi-heure, ils font les 100 pas sur le trottoir, M. Guillotin l'entretenant presque exclusivement des tracas que lui causait son déménagement et sa nouvelle installation. À 8h45, ils se séparent. Houssard va prendre un café à la terrasse du café de la ville. 10 heures vont sonner quand il monte dans son automobile qu'il a laissée au garage pour rentrer au prieuré où il arrive 1 heure plus tard. Le juge envoie sur le champ un inspecteur au café désigné chercher les garçons,
Paul et Ismaël, qui ce soir-là servaient à la terrasse. L'un et l'autre déclarent ne pas se souvenir d'avoir remarqué Paul Houssard. Houssard pense en avoir fini avec la justice. Douce illusion. Monsieur le juge d'instruction Cador l'envoie à nouveau chercher le lendemain. Il lui faut donc quitter l'abbaye en automobile pour se rendre à une invitation qu'il aurait déclinée très volontiers. C'est que le juge est perplexe. D'une part parce qu'une heure pour faire le trajet de Tours à Luynes en automobile, c'est long. D'autre part car monsieur Nicolas, chef de la sûreté, vient de lui fournir un renseignement très intéressant. Un certain monsieur Malapert, receveur du tramway électrique, déclare qu'il était 8h45 alors qu'il se trouvait sur la plateforme de son tramway le soir du crime. Il voit alors Paul Houssard, qu'il connaît parfaitement puisqu'ils sont originaires du même village. Il est debout sur le trottoir en face de l'hôtel du Faisan, dont il semble surveiller l'entrée. Monsieur Malapert pense qu'il attend un ami. C'est du moins l'impression qu'il a. Paul Houssard, contrairement à ses habitudes, porte un complet de couleur sombre et est coiffé d'une casquette. D'habitude, il préfère le panama. Le tramway dépasse la rue nationale, mais monsieur Malapert distingue encore Houssard, qui se trouve toujours à la même place. En entendant cette déposition, Paul Houssard est désagréablement surpris. Le tic nerveux qui agite sa paupière gauche d'un mouvement perpétuel et obsédant s'accentue encore. Il a un pincement de lèvres. Une pâleur légère blêmit son visage, mais tout de suite, il se ressaisit et c'est d'un ton négligent, presque dédaigneux, qu'il répond qu'il ne saurait contester la déposition de cet employé de tramway. Au cours d'une promenade, on flâne, on badaude, on traverse la chaussée, on va d'un trottoir à l'autre. Pourquoi ? On ne sait pas. On s'intéresse à tout et à rien. On s'arrête devant une boutique, devant une jolie femme qui passe. Il se peut, en effet, qu'il se soit arrêté quelques instants sur le trottoir en face de l'hôtel du Faisan. Beaucoup de personnes en font autant, tous les jours, sans qu'on songe à le leur reprocher. Le juge l'interrompt. Il pense que monsieur Houssard guettait tout simplement le départ de monsieur Guillotin, qu'il craignait de manquer sa sortie. D'autre part, le juge doute que monsieur Guillotin ait abordé Paul Houssard, qu'il tenait en très médiocre estime. Par ailleurs, le juge interroge Houssard sur son trajet de Tours à Luynes, la nuit du crime. Il n'est arrivé qu'après minuit, alors qu'ordinairement une automobile fait le trajet en un quart d'heure, 20 minutes tout au plus. Les nombreuses pannes qu'il prétend avoir eues en cours de route s'expliquent d'autant plus difficilement que sa voiture venait d'être réparée à Paris. De plus, le juge entend la déposition d'un employé de banque et d'une jeune femme, deux amoureux qui, le soir où M. Guillotin a été tué, se promenaient dans l'ombre propice du quai Paulbert. Comme ils arrivaient à hauteur du numéro 18, ils ont aperçu la silhouette d'un homme qui stationnait sur le trottoir de l'autre côté de la chaussée, en face de la maison de M. Guillotin. À leur approche, il leur a tourné le dos pour qu'ils ne puissent pas remarquer son visage. M. Nicolas, chef de la sûreté, s'efforce de retrouver ce mystérieux personnage. Et ce n'est pas tout. M. Pinguet, armurier expert chargé d'examiner les balles extraites du crâne de M. Guillotin, pense pouvoir affirmer qu'elles sont d'un calibre identique à celles qu'il a fournies à Paul Houssard en août 1908, quand il a fait chez lui l'acquisition d'un Browning. Une contre-expertise est demandée. Le second armurier ne peut être affirmatif, même s'il s'associe aux conclusions de M. Pinguet. Il croit, néanmoins, devoir faire quelques réserves. Des réserves. Toute une semaine est passée depuis que M. Guillotin est mort assassiné, et il y a déjà 4 jours que son cadavre a été découvert. L'enquête n'a encore donné aucun résultat, et le public, qui en suit la marche avec un intérêt et une passion extraordinaires, commence à s'énerver. Le journaliste du Petit Parisien, de son côté, parvient à obtenir une interview de Paul Houssard. Il déclare que tout le monde est contre lui.
Depuis 3 jours, on lui ressasse toujours les mêmes questions. On le convoque comme témoin, on le traite comme un inculpé. On lui fait subir un interrogatoire durant 24 heures. Mais il est innocent. Il a son alibi du café de la ville. Tenez d'ailleurs le 21 juin, enfin, le garçon de café le reconnaît formellement à présent qu'il est coiffé de sa casquette. Il est certain de ne pas se tromper. Cet homme se trouvait bien au café de la ville le soir du crime. Paul Houssard fournit d'autres détails sur les instants passés au café de la ville. Il se rappelle qu'un chien épagnol se trouvait là. Un des témoins convoqués confirme qu'il y avait bien au café ce soir-là un épagnol. À présent, Paul Houssard est tout à la joie d'être sorti la tête haute du cabinet d'instruction. Il rit, plaisante et fait des projets d'avenir. Adieu le cauchemar. Il invite même le journaliste du Petit Parisien dans son ancien prieuré en bord de Loire. Il en est ébloui. On le saurait à moins. La région est magnifique. De son côté, par contre, le juge Cador est bien désemparé. Il vient de perdre la première manche d'une partie péniblement engagée. Il compte prendre sa revanche et être cette fois plus heureux. Et le 6 juillet, on assiste à un véritable coup de théâtre. Voilà que le cauchemar recommence plus fort que jamais. Hier encore, le juge insinuait. Maintenant, il attaque, il accuse. De ce palais de justice où il est entré libre, le sourire aux lèvres, un peu dédaigneux, Paul Houssard sort encadré d'agents pour prendre le chemin de la prison. Pourquoi ce revirement subit? Que s'est-il donc passé? Le juge pense que Paul Houssard ment, qu'il n'a pas mis 1 heure pour faire le trajet de Tours à Luynes, mais qu'il est passé par Ruillé-sur-Loire après le meurtre de M. Guillotin. Ce n'est pas tout. Une employée de l'hôtel du Faisan est catégorique. Elle a vu M. Guillotin traverser la cour de l'hôtel après son repas et prendre à gauche pour remonter la rue Nationale. C'est l'itinéraire logique pour traverser le pont de Pierre et gagner le quai Paulbert qui se trouve sur la rive opposée. L'employé affirme formellement que M. Guillotin n'a pas fait demi-tour à droite vers la rue Richelieu où Paul Houssard prétend qu'il l'a abordée. Alors, qui est vraiment Paul Houssard? Il est né en 1884 à Luynes, dans le prieuré où il vit. Issu d'une famille de bonne bourgeoisie, bien pensante et fortunée, il entre chez les jésuites de Saint-Grégoire, rue de la Sellerie à Tours. De nature maladive, impressionnable à l'excès, il retient l'attention de ses professeurs et les inquiète. Il a des crises inexpliquées, des spasmes douloureux et de longs évanouissements. D'une intelligence plus que médiocre, Paul Houssard ne manifeste aucun goût pour l'étude. Le jeu même ne paraît avoir qu'un attrait secondaire à ses yeux. Il devient pensionnaire de l'infirmerie. Il s'étiole, il dépérit. Le directeur de Saint-Grégoire conseille au père de reprendre cet enfant, qui, avant toute chose, a besoin surtout de la surveillance d'un médecin. Tous ceux qui l'examinent et le soignent conseillent de lui éviter tout surmenage, toute discipline intellectuelle ou physique. Le jeune Houssard rentre donc chez lui. Il perd successivement sa mère, ses 2 sœurs et son frère. Il grandit libre et maladif aux côtés de son père, notaire à Montlouis. Sa seule distraction, son seul émoi, c'est sa petite cousine, Marie-Louise. Mutine, espiègle, avec ses grands yeux noirs et ses cheveux roux, elle apporte un rayon de soleil dans cette mélancolique demeure. Elle est d'abord sa grande sœur chérie, la compagne de son enfance, la confidente de ses joies et de ses tristesses. Puis cette amitié se change en un sentiment beaucoup plus fort, qui prend racine au cœur de l'adolescent devenu homme. Mais il ne peut songer à épouser sa cousine, car la différence d'âge est trop forte. Il est beaucoup trop jeune pour elle. Quel dépit et quelle amertume, quelle haine peut-être a-t-il dû ressentir pour le mari de cette femme adorée? Paul Houssard aurait donc tué Guillotin par amour. Il y a aussi la question d'intérêt. L'intérêt,
Voilà un mobile que les juges comprennent mieux. Ils sont préoccupés de démontrer la nature criminelle de l'accusé en occultant l'aspect irrationnel du sentiment amoureux. Car pour rénover le prieuré dans le style du XVe siècle qui est le sien, il faut dépenser d'importantes sommes d'argent. La fortune dont Paul Houssard a désormais hérité de son père serait fortement écornée, voire même déjà en partie dissipée. Monsieur Guillotin a laissé à sa femme une vingtaine de mille francs de rente. Ce n'est pas énorme pour pouvoir soutenir le luxe que comporte l'entretien d'un château en Touraine, mais l'accusation prétend que Paul Houssard s'en serait volontiers contenté. C'est là un des arguments primordiaux à la charge de l'accusé qu'il importe d'éclaircir le plus tôt possible. Il y a aussi les fameuses pannes d'automobile qui paraissent maintenant comme une histoire inventée de toutes pièces. En conséquence, le juge décide de se rendre compte par lui-même des capacités de Paul Houssard. Il lui fera faire une petite promenade nocturne dans son automobile. Seulement en route, il devra s'arrêter aux endroits où, pendant la nuit du crime, il fut obligé de stationner pendant si longtemps et de montrer comment il s'y est pris pour démonter et remonter son carburateur, qui est d'ailleurs en parfait état de fonctionnement. Paul Houssard est conscient que son dossier se complexifie. Il décide de faire appel à maître Henri Robert, un ténor du barreau parisien. Il fait bien parce que, comme vous l'avez compris, ces derniers partisans quittent le navire, y compris le journaliste du Petit Parisien, qui le paie bien mal de son invitation. Le juge Cador passe ensuite à la veuve Guillotin. Une veuve joyeuse ? Il l'interroge sur la gaieté déplacée d'un dîner qu'elle a accepté chez des amis en compagnie de Paul Houssard après le décès de son mari. Sur l'arme de son mari qui a disparu. Sur les relations qu'elle entretient avec son cousin et qui n'ont jamais eu le caractère d'intimité qu'on leur prête, n'est-ce pas ? Mais alors, pourquoi éprouve-t-elle le besoin de correspondre avec son cousin en usant d'un code ? Monsieur Cador lui montre un alphabet chiffré saisi dans la chambre à coucher de Paul Houssard. Madame Guillotin affirme que c'est un jeu. Elle s'en servait au couvent pour correspondre avec ses amis. C'était un divertissement inoffensif. Elle se demande comment Paul Houssard pouvait avoir cette grille chez lui. Sans doute, il la lui a prise sans y accorder d'importance et il l'aura oubliée au fond de quelques tiroirs. Quoi qu'il en soit, elle affirme qu'ils n'ont jamais échangé de correspondance par ce moyen. Pourtant, objecte le juge, monsieur Houssard affirme que si. Madame Guillotin conclut qu'il est donc devenu complètement idiot. Le juge lui demande ce qu'elle pense des soupçons qui pèsent sur son cousin. Elle répond, très calme et très maîtresse d'elle-même, qu'elle n'a pas d'opinion sur le sujet. Et ça, c'est bien dommage. Le journaliste du Petit Parisien estime qu'il y a beaucoup à glaner à Ruillé-sur-Loire, où vivait le couple Guillotin. C'est là que doit porter maintenant tous les efforts de l'instruction. Les langues ne se délient pas encore facilement, mais déjà, une lettre est parvenue au juge d'instruction. Elle est signée « Un vieux pêcheur ». Voici le texte de cette lettre. La nuit du crime, une automobile s'est arrêtée à environ 400 mètres des premières maisons de Ruillé-sur-Loire. Après l'avoir dissimulée dans un chemin creux derrière un rideau d'arbres, l'homme qui la conduisait s'est dirigé vers la maison des époux Guillotin, a jeté des cailloux dans les carreaux de l'une des fenêtres, a franchi le mur de clôture, est resté 5 minutes tout au plus dans la place, a regagné sa voiture et est reparti. Quelle créance accorder à cette missive quasi anonyme ? N'est-elle pas l'expression de quelque haine personnelle, voire l'œuvre d'un sinistre mauvais plaisant ? Il est permis d'en douter, car quelqu'un a fait au journaliste, sous le sceau du secret, une grave révélation. Il assure que le vieux pêcheur existe, que ce n'est pas un mythe et que ce qu'il a écrit à M. Cador est vrai. Cet homme ne s'est pas encore fait connaître parce que c'est un braconnier incorrigible et que se démasquer, c'est forcément se dénoncer. Il préfère passer ses nuits au bord de l'eau que dans une cellule de prison.
Mais si M. Cador lui donne l'assurance qu'il ne sera pas inquiété et que les gendarmes, avec qui il entretient des rapports courtois, ne viendront pas l'ennuyer, il est tout prêt à parler. Cette nuit-là, il a vu une automobile franchir le petit pont de bois qui relie la commune de Tréhé à Ruillé-sur-Loire. Il importe donc de retrouver au plus tôt le vieux pêcheur. Et M. Cador se soucie fort peu de savoir s'il braconne ou ne braconne pas. Il peut venir trouver le juge en toute tranquillité. Il sera le bienvenu. Un témoignage en entraînant un autre, un brave charretier du moulin de Ruillé déclare que la nuit du crime, il a, lui aussi, aperçu un homme qui se dirigeait vers la maison des époux Guillotin. Il paraissait si préoccupé qu'il ne l'a pas remarqué. Le 12 juillet, comme 9 heures vont sonner à la cathédrale Saint-Gatien, on voit un petit groupe d'hommes remonter la rue nationale. Ils vont d'un pas pressé, parlant à voix basse et baissant la tête pour éviter d'être reconnus. Précaution inutile. En un clin d'œil, leurs noms sont sur toutes les lèvres et quand les magistrats instructeurs s'arrêtent devant l'hôtel du Faisan, plus d'une centaine de promeneurs, curieux et intrigués, les entourent, histoire de voir ce qui va se passer. Un peu en arrière, Paul Houssard, en casquette et la cigarette aux lèvres, suit entre deux inspecteurs de police. Il vient se placer sous la marquise du Nouveau Bazar, où presque aussitôt vient le rejoindre le contrôleur du tramway Malapert. Monsieur Cador lui demande si c'est bien là que se trouvait Houssard quand il l'a aperçu. Le contrôleur affirme que oui, que Houssard fixait les fenêtres de la salle à manger de l'hôtel. Est-ce qu'il était complètement arrêté ou bien est-ce qu'il se promenait? Monsieur Malapert affirme qu'il était immobile comme un piquet. Et l'employé de l'hôtel renouvelle sa déclaration. Quand monsieur Guillotin a quitté l'hôtel, il lui a dit qu'il rentrait tout de suite chez lui et elle l'a vu tourner à gauche en direction du pont. Tout le monde s'achemine ensuite vers le quai Paul-Bert. Au bout du pont, monsieur Roger attend. C'est cet homme qui, le soir du crime, faisait une petite promenade sentimentale et a aperçu un individu stationnant au coin du quai à quelques mètres du pont en face du bureau de tabac. On lui demande s'il reconnaît en Paul Houssard l'inconnu. Il affirme que oui, que c'est la même taille, la même tournure, les mêmes épaules anguleuses, le même dos voûté, la même moustache. Seulement la casquette que porte Houssard lui semble plus large. C'est la seule chose qui diffère. Le 14 juillet, les magistrats instructeurs se rendent à Ruillé-sur-Loire. C'est un de ces petits villages comme il y en a tant, où l'on passe sans s'arrêter parce qu'ils n'ont pas d'histoire, dont les maisonnettes sont d'une banale uniformité et le clocher est trop neuf, qui ont une mairie, un abreuvoir, de grands prés où les filles tricotent les bas de laine de l'hiver en surveillant les bestiaux et dont les habitants vivent doucement leur vie comme un peintre assoupi au bord d'un ruisseau. Les magistrats se livrent à des reconstitutions et des interrogatoires jusqu'à minuit passé. Tous concourent à accabler encore plus Paul Houssard. Le juge soupçonne le très paisible monsieur Guillotin de s'être fâché tout rouge et d'avoir interdit l'entrée de sa maison au cousin Houssard, dont la fausse amitié et les attitudes mélancoliques de chevalier à la triste figure l'ennuyaient et l'énervaient. Mais si vraiment une scène a eu lieu entre monsieur Guillotin et Paul Houssard, le saura-t-on un jour? Peut-être l'expérience décisive avec la voiture de Paul Houssard le mettra-t-elle au pied du mur. Il lui faudra démonter son carburateur comme il prétend l'avoir fait. Le journaliste du Petit Parisien parvient encore à obtenir une interview exclusive d'un familier du couple Guillotin qui souhaite conserver l'anonymat. Si on lui avait dit un jour que Paul Houssard deviendrait le héros d'un drame dont Guillotin serait la victime, il aurait bien ri. La prédiction lui aurait semblé aussi ridicule, aussi saugrenue que l'assurance d'une tireuse de cartes qui, très sérieusement, vous affirme que vous êtes à la veille d'épouser une jolie femme dont la fortune est considérable.
Il se souvient que Guillotin lui a demandé un jour qui était exactement un nommé Molière, dont on avait beaucoup parlé dans un dîner où il s'était fort ennuyé. Guillotin ne plaisantait pas sur la vertu conjugale. Il avait des principes et se montrait d'une intransigeance farouche. Guillotin aimait sa femme. Après 10 ans de mariage, il en était encore amoureux. On peut être dépourvu d'esprit et de culture, il ne s'ensuit pas pour cela que l'on soit ridicule. Il est toujours fâcheux, il est vrai, d'ignorer Molière quand on a 20 000 francs de rente et une femme qui vous est supérieure et qui aurait pu faire une délicieuse mondaine. Mais les gens les plus instruits sont loin d'être les plus heureux. Et Guillotin était de ceux qui croient sincèrement que l'argent fait le bonheur. S'il avait été le mari complaisant que l'on ne sait plus à présenter, le mari qui ne compte pas, il n'aurait peut-être pas été tué. Car il entendait au contraire exercer ses droits et faire respecter son nom. Il savait quand le besoin s'en faisait sentir, imposer sa volonté. Il en est mort. Comment Madame Guillotin, qui est intelligente, a le goût de la lecture et des poètes, pouvait-elle vivre dans la solitude de cette maison de Ruillé-sur-Loire, entre ces deux médiocrités qu'étaient son mari et Paul Houssard? Car il n'y en avait pas un pour relever l'autre. Ils se valaient, affirme l'interlocuteur anonyme. Houssard a une façon peu banale de manifester ses sentiments à sa cousine. Il la regarde pendant des heures entières avec une fixité gênante, obsédante, mais ne lui parle pas. Il ressemble à un moinillon en extase devant une madone. Cette attitude mystique est hautement compromettante. Si par hasard il desserrait les dents, c'était pour parler de son automobile ou des travaux en cours chez lui. Voilà de jolis sujets de conversation pour gagner le chemin d'un cœur. Et puis vraiment, Houssard n'a rien d'un Don Juan, avec son tic qui agite sa figure d'un perpétuel mouvement nerveux, ses épaules voûtées et son air avachi. Tout arrive, c'est vrai, et il ne suffit pas d'être beau comme un Adonis pour plaire. Mais quel moyen de séduction a pu déployer Paul Houssard pour faire tourner la tête de sa cousine? De toute façon, Guillotin le gênait, était un obstacle à ses projets. Les travaux du prieuré absorbaient toute sa fortune déjà fortement entamée. Le mari disparu, la route serait libre. L'argent de la veuve serait bien employé. Le cas de Houssard passionne à un point que vous ne sauriez imaginer. Le moindre détail inédit est commenté, discuté, avec une ardeur et un acharnement qui montent parfois au diapason de la dispute. Il y a les Houssardiers et les anti-Houssardiers. Les premiers, tout en convenant que certains faits sont inexplicables et demeurent encore inexpliqués, ne croient pas que le fils du notaire de Montlouis soit capable d'avoir commis un acte criminel parce qu'il n'a rien de ce qu'il faut pour ça. C'est un nerveux, extrêmement sensible et impressionnable. Il aurait reculé au dernier moment devant une action aussi noire. Le revolver aurait tremblé dans sa main. Il se serait sauvé, épouvanté. Les anti répondent qu'il est possible que Houssard soit doué d'une nervosité excessive, mais elle ne se manifeste que par intermittence, par crise, et seulement dans certaines occasions. Jusqu'à présent, en tout cas, il a fait montre d'une ténacité et d'un sang-froid tout à fait surprenants. Cette nature si délicate que la moindre chose impressionne ne s'est guère manifestée. On l'a conduit sur ce qu'est Paul Bert, et la vision du meurtre qui s'est accompli dans cette maison ne l'a pas secoué d'un frisson. Mais un argument supplémentaire vient s'ajouter au tableau des anti-Houssardiers. Lors de l'équipée nocturne organisée par les magistrats instructeurs, Houssard ne convainc pas. Il faut l'intervention d'un mécanicien pour enlever une vis sur laquelle il s'épuise en vain. Impossible d'imaginer qu'il est tombé en panne et qu'il a, lui-même, effectué une réparation. Le juge s'en prend ensuite à Madame Guillotin, qui s'est portée partie civile. Il la fait venir au 12 quai Paul-Bert, la maison du crime. Il lui explique comment, à son avis, son mari a été assassiné.
Elle se met alors à pleurer en jurant qu'elle est innocente. Le juge lui fait remarquer qu'il ne l'a accusée de rien. Cependant, de retour au palais de justice de Tours, M. Cador continue à l'interroger jusqu'à minuit sur des questions de détail. Et le 31 août, il fait arrêter Madame Guillotin pour complicité d'assassinat. Les commérages vont désormais bon train. Madame Guillotin aurait été la cheville ouvrière de toute l'affaire. Elle aurait résolu depuis longtemps de se débarrasser de ce mari qu'elle n'aimait pas, qui la gênait, qu'elle trompait, et qui, tout brave qu'il fût, lui était devenu insupportable. Et quand le vieux pêcheur sort du bois, c'en est fini de Marie-Louise Guillotin. Ce vieux pêcheur qui aime écrire des lettres anonymes est en fait une jeune femme de 25 ans, mademoiselle Laudreau. C'est l'amie de Marie-Louise et elle lui a fait des confidences. Confidences que la demoiselle a rapportées au juge d'instruction. Elle avait bien sûr promis le secret à son amie, mais elle est à présent à bout de force et de résistance. Elle n'en peut plus, prise entre sa conscience qui lui fait un devoir de parler et son serment qui lui ordonne de se taire. La jeune femme révèle que Madame Guillotin avait peur de son cousin. Il haïssait tellement M. Guillotin qu'elle lui avait fait promettre de ne jamais attenter à ses jours. Houssard a promis pour lui faire plaisir, mais elle ne l'a pas cru. La demoiselle explique ensuite que Madame Guillotin a bien vu Paul Houssard la nuit du meurtre, et que ce soir-là, il lui a avoué qu'il venait de tuer son mari. Eh bien voilà, le juge Cador fait venir la veuve dans son bureau pour lui demander ce qu'elle pense des déclarations de son ami. De son ex-ami, car bien sûr, après ça, c'en est fini de leur amitié. La veuve se contente de s'évanouir 2 fois. Le juge Cador, qui n'est pas un tortionnaire, n'insiste pas. Pour cette habile menteuse, tout s'écroule. Sans doute se voyait-elle déjà régnant sur le prieuré de Luynes en compagnie de son cher cousin. Mais voilà que cette trahison balaie tous ses rêves. Mais pour le petit Parisien, c'est vraiment une aubaine, et l'affaire retrouve les gros titres le 4 septembre. Les recherches de la police vont recommencer de plus belle, d'autres témoignages vont surgir, des révélations nouvelles ne manqueront pas de se faire. Maintenant que l'affaire est déclenchée, les plus timorés vont oser parler. C'est dans l'ordre des choses. La veuve prend cher désormais. Le journaliste qualifie sa conduite à l'égard de son cousin de machiavélique. Elle a brûlé toutes les lettres dans lesquelles Houssard l'exaltait comme son idole, se roulait à ses pieds, se tordait de désespoir, étalait sa passion. Ces lettres détruites, le journaliste n'a aucun mal à les imaginer, parce que l'imagination, ce n'est pas ce qui manque aux petits Parisiens, surtout en cas de drame passionnel comme celui-ci. Comme dans un livre ouvert, le journaliste lit dans ces lettres disparues l'état d'âme de 2 êtres qui étaient en même temps très près et très loin l'un de l'autre. Il lit une femme qui s'offre toujours et ne se donne jamais, qui va jusqu'à l'extrême limite de ce qu'une coquette qui raisonne et ne perd jamais la tête peut accorder à un homme dont elle fait son jouet et sa chose. Orgueilleuse et ambitieuse, elle a usé et abusé de cet homme qui, dès l'enfance, était attaché à elle et qui pouvait servir ses rêves d'élévation sociale et ses intérêts. À côté de sa vieille maison bourgeoise sans âme, le prieuré de Houssard, c'est autre chose. Il pouvait faire d'elle une châtelaine, sa situation de bourgeoise riche et dédaigneuse, écrasant de son faux luxe, de son cheval poussif, de son mobilier rococo les petites gens du pays, elle allait s'en extraire en investissant le prieuré. Pour Marie-Louise, Paul Houssard a été un moyen, et pas autre chose. Son rêve réalisé, elle l'eût sans doute évincé sans façon. À présent, elle déteste cet imbécile, ce médiocre en tout qui n'a ni la séduction, ni la fureur jalouse d'un Othello. Avec une perfidie que sa naïveté et son aveuglement amoureux ne pouvaient soupçonner, elle employa avec son cousin la manière douce.
Elle l'amena graduellement à la nécessité du meurtre, réconfortant par sa présence son incertitude et sa faiblesse maladive. Vous voyez qu'au Petit Parisien, c'est encore mieux que chez la tireuse de cartes. Avec rien, on vous fait tout un roman. Un roman dans lequel un pauvre homme innocent et faible est victime d'une femme diabolique et manipulatrice. Car lui n'est qu'un amoureux naïf et contemplatif, bien sûr. Le crime passionnel est décidément un merveilleux sujet qui ouvre un champ infini à l'imagination des journalistes. Celui du Petit Parisien alimente son roman en interviewant les domestiques de Madame Guillotin et ceux de Madame Bulot, sa mère. Et ils ont beaucoup à dire sur Monsieur Paul. Quelle chance! Le 6 septembre, le juge Cador trouve une lettre de Paul Houssard sur son bureau. Une lettre d'aveu qui innocente la veuve. Les bras ballants, le corps flasque, le visage terreux et les joues creuses, Houssard renouvelle ses aveux à haute voix devant le juge. Oui, après le crime, il est allé à Ruillé. Agissant ainsi, il a manqué de prudence, mais une force plus grande que sa volonté l'y a poussé. S'il n'avait pas eu son automobile, il aurait fait la route à pied. Quelle joie, quel bonheur pour lui de murmurer à l'oreille de son aimée « Libre, Marie-Louise, tu es libre !» Puis il signe ses aveux d'une main ferme, presque sans trembler. Il n'a pas une parole de regret, pas une larme. À midi à Tours, tout le monde connaît la nouvelle. Dans les cafés, dans les boutiques et dans les restaurants, c'est le remue-ménage général. À 4 heures, on s'arrache les éditions spéciales des journaux locaux. Personne, à la vérité, ne doutait plus de la culpabilité de Houssard. On s'attendait à des aveux, mais pas de sitôt. Aussi, la surprise n'en a-t-elle été que plus grande et l'émoi plus intense. L'amour, tout de même, quelle affaire! Voilà ce que c'est que de se toquer d'une femme. Ah, malheur! Le Petit Parisien parvient encore à remplir les colonnes de son journal durant tout le mois de septembre avec l'affaire Guillotin. Malgré tout le fiel déversé sur eux, le couple reste solidaire et presque émouvant. En novembre encore, Paul Houssard s'efforce de mettre sa cousine hors de cause et persiste à soutenir qu'elle n'était pas sa complice. De son côté, Madame Guillotin essaie d'atténuer la culpabilité de son cousin en invoquant la passion qu'elle a inspirée comme excuse au crime qu'il a commis. Elle nie toujours et avec insistance avoir jamais été sa maîtresse. Le procès de Paul Houssard s'ouvre le 27 mars 1912 devant la cour d'assises d'Indre-et-Loire à Tours. Il comparaît pour l'assassinat de son cousin M. Guillotin, mais aussi pour 2 précédentes tentatives d'assassinat par empoisonnement. La préméditation ne fait donc aucun doute. La passion amoureuse est bien sûr le mobile principal du meurtre, mais selon l'accusation, l'intérêt n'y serait pas étranger. Car au moment du meurtre, Paul Houssard avait déjà bien entamé son capital financier pour la restauration de son château du Prieuré. Tout le monde est là, l'inculpé bien sûr, son avocat, les journalistes, les magistrats, les pièces à conviction et une foule impressionnante. Mais voilà, le procès n'aura pas lieu. Pas ce jour-là en tout cas, car Madame Guillotin et sa mère sont absentes, ainsi qu'un autre témoin. Personne ne sait où se trouve Madame Guillotin. Le procès est donc ajourné et les absentes condamnées à 100 francs d'amende. On décide qu'elles seront amenées par la force publique au besoin à la prochaine session de la cour d'assises, c'est-à-dire en juin. J'abandonne le Petit Parisien et vous propose de revivre ce procès grâce à Colette, journaliste pour le quotidien Le Matin. Elle a fait le déplacement mais ne s'en réjouit pas. Le 26 juin, premier jour du procès, est une abominable journée d'internement, d'immobilité, d'étouffement et de déception, écrit-elle. Journée commencée dans l'attente d'une émotion neuve et journée qui rassemblait tous les lambeaux épars d'un beau drame, mais rien n'a jailli. Ni sanglots, ni cris, ni aveux irrépressibles.
et l'interminable jour s'achève dans l'ennui et la somnolence. La journaliste décrit la fièvre et la gaieté sinistre du public peu discret. Les femmes surtout, agitées d'une méchanceté mal cachée, est venue pour elle, Madame Guillotin. Colette s'attendait à plus de gravité. Ces messieurs de la presse judiciaire, épanouis, débordant de jovialité, se perdent en pronostics narquois. Elle décrit la salle, les pièces à conviction, l'accusé enfin. Rien à voir avec la soupe 100 fois réchauffée qu'on lit d'habitude dans les comptes rendus de procès, un genre à part entière. À l'évidence, l'écrivaine n'est pas une habituée des monologues présidentiels débités avec une lenteur et une monotonie exaspérantes, des redites, des digressions sans utilité, de l'insistance, de la minutie tatillonne qui lasse toutes les oreilles. L'accusé se contente de quelques je ne sais pas ou de bref j'ai oublié. Seul le passage de Madame Guillotin à la barre, sous ses voiles noirs, le bouleverse. Il respire vite, avale avec peine. Il jette sur elle de brusques et fréquents regards, se penche vers elle, comme aimanté. Colette ne voit d'abord d'elle que le poignant spectacle d'une main gantée de noir, crispée devant le visage d'un mouchoir blanc. Mais durant la suspension d'audience, alors que les curieux tentent sauvagement de s'approcher d'elle, elle peut, à son aise, regarder sa figure solide, toute fardée du feu mauve qui monte aux joues des rousses congestionnées. Elle a le front taurin, le nez obstiné, une ferme bouche de forte mangeuse et la plus splendide couronne de cheveux ardents, serrés, domptés à grand-peine, prêts à se répandre, à bondir, si impatients et si enflammés que le calme au-dessous d'eux, de deux grands yeux bruns, semble un mensonge. L'envoyé spécial du quotidien Le Matin est plus pragmatique que Colette. Il explique que Madame Guillotin est à la fois témoin et partie civile. En tant que témoin, elle doit quitter la salle d'audience. Et en tant que partie civile, elle sera durant son absence représentée par son avocat, maître Maurice Bernard. Paul Houssard ne fait aucune difficulté pour raconter le crime. Comment il a abordé sa victime à la sortie de l'hôtel du Faisan, comment il s'est rendu avec elle qu'est Paul Bert, comment il l'a abattu de 2 balles dans le dos et comment il a simulé le vol. Il s'est rendu ensuite au café de la ville avant de reprendre son automobile au garage. Il est parti non pour le prieuré, mais bien chez Madame Guillotin à Ruillé pour lui annoncer en pleine nuit qu'elle était libre. Madame Guillotin s'avance à nouveau à la barre le lendemain. La description de Colette est splendide. Madame Guillotin a cessé d'être la haute statue endeuillée et muette qu'elle était. On oublie la suffocante chaleur et l'odeur de chambre parce qu'elle paraît grande, traînant ses voiles et son manteau de cachemire avec l'impatience d'une femme accoutumée à marcher nue et libre. Elle se plante droite à la barre des témoins, et Colette écoute avant ses paroles le ton de sa voix. Dès les premières réponses de cette voix nette, d'abord pincée dans la gorge par l'émotion, mais qui monte et nasille légèrement lorsque le témoin s'irrite, on est fixé. Madame Guillotin fait tête à tous les dangers. Encore une fois, voici devant nous, noire et coiffée d'or rutilant, une incarnation de la vaillance féminine. Que c'est solide une femme! Celle-ci doit compter non seulement avec le tribunal, mais avec le public dont elle sent derrière elle l'aversion. Le public la veut coupable. Elle ne faiblit pas. Le ton de ses réponses au ministère public est celui d'une femme à qui on manque de respect. Elle dédaigne parfois la vraisemblance et il arrive que sa liberté d'expression avive les murmures hostiles. Irritable, intelligente, Madame Guillotin ne prend pas toujours la peine de maîtriser sa colère.
Il semble que tout excès d'expression embellisse encore cette face colorée où tout s'anime dès que la bouche parle, ses narines avides, ses joues attendries de larmes, ses sourcils enclins à se rejoindre. Elle fut coquette à coup sûr et orgueilleuse d'elle-même, heureuse d'inspirer l'amour. C'est avec une complaisance peu dissimulée qu'elle répète « Mon mari m'aimait passionnément. Il ne voyait que moi. » Mais aussi « Monsieur Houssard avait pour moi une passion intense. » Monsieur Houssard, c'est ainsi qu'elle nomme posément, sans se tromper, celui qui tua pour elle et qui se défend d'être son amant. Il est toujours là, si pâle, si inerte, comme oublié. Mais il l'écoute parler, elle. Il tressaille et se dresse automatiquement quand on l'interpelle. Puis il retombe, tendu vers le délice d'entendre enfin la voix qu'il aime. Viennent ensuite les domestiques renvoyés, les voisins venimeux, le valet de chambre ricaneur et peureux, l'amie indécise et une demoiselle Laudreau balbutiante. Tous ont versé à l'instruction contre Madame Guillotin et Paul Houssard des flots de fiel et se taisent maintenant à la barre, reculent, balbutient, oublient, se rétractent et filent le dos rond. Colette se dit gênée, écœurée. Ces basses anecdotes de cloisons trouées, de rideaux soulevés, d'épingles à cheveux égarés, ce syndicat d'espionnage, de médisance, peut-être de calomnie, révolte à la fin. Il s'en faut de bien peu qu'on ne se tourne pour l'absoudre vers cet être à la fois héroïque et veule qui n'ouvre la bouche que pour attester qu'elle est innocente, qu'il l'aimait. Il l'a tuée parce qu'il l'aimait. Quel talent cette Colette, n'est-ce pas? Pourtant, sous la plume d'autres chroniqueurs judiciaires, le procès se réduit bientôt à une simple question. Ont-ils couché ou non? Je vous fais donc grâce des témoignages, attaques et autres insinuations de bas étage. Colette n'écrira malheureusement pas d'autres articles sur cette sale affaire. Alors courons jusqu'au verdict mitigé par l'admission de circonstances atténuantes. Paul Houssard est condamné à 20 ans de travaux forcés. La peine est commuée par le président de la République, Raymond Poincaré, à 20 ans de réclusion criminelle. Aucun journaliste en 1932 ne prend la peine de savoir si, à sa sortie de prison, Paul a retrouvé Marie-Louise qui l'attendait. J'aurais bien aimé le savoir. J'aurais bien aimé terminer cette sale affaire sur un mariage. Cette histoire vraie s'est écrite comme les autres grâce au site Gallica et Retro News de la Bibliothèque nationale de France. Vous trouverez toutes mes sources en description de cet épisode. Vous y trouverez aussi un lien vers ma page Tipeee pour me soutenir financièrement et me permettre d'écrire de nouvelles histoires. Ce podcast vous est proposé par Sandrine Brugot. S'il vous a plu, merci de le faire connaître en le partageant, le commentant et en l'étoilant. À bientôt sur Toutouille.